Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes dans lequel nous allons parler de la soupe. Est-elle l'allié récupération du coureur à pied et plus généralement du sportif ? Alors il y a des odeurs, des saveurs qui nous ramènent directement en enfance. Celle de la soupe fumante préparée par nos grands-mères en fait souvent partie. Mais au-delà du souvenir, est-ce que la soupe a un véritable intérêt pour nous, les coureurs à pied ? Est-ce seulement une histoire de réconfort ou bien peut-on vraiment y trouver un intérêt pour la récupération après l'effort ? Dans cet épisode, l'œil de la diète, je retrouve Aude, notre experte en nutrition sportive, pour décortiquer ce plat aussi simple qu'efficace. Nous allons parler hydratation, minéraux, glycogène, mais aussi astuces pratiques pour transformer votre soupe en un repas complet et savoureux. Vous allez voir, après cet épisode, vous ne regarderez plus votre bol de potimarron de la même façon. Enfilez votre plaid, servez-vous une louche et écoutez bien cet épisode. La soupe pourrait bien devenir la meilleure partenaire de récupération pour vous cet automne. La soupe comme allié de récupération du coureur, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, avec aujourd'hui cette capsule L'œil de la diète, enregistrée en partenariat avec Happy Run, marque française 100% naturelle de nutrition sportive. Bonne écoute à vous! Bonjour Aude, on se retrouve pour une nouvelle capsule L'œil de la diète avec aujourd'hui une question qui va nous renvoyer un petit peu à l'enfance. Est-ce que la soupe a un intérêt pour les sportifs, pour les coureurs à pied et est-ce qu'elle fait grandir ? Bon ça, c'est l'héritage de ma grand-mère et de ma maman pour que je puisse en manger. Bonjour Sébastien. Oui, la soupe, c'est très intéressant. Ça permet de grandir, ça permet de bien récupérer, ça permet de se resucrer, ça permet plein de choses en fait pour le coureur. Donc surtout, il faut sauter sur la soupe, c'est toujours une bonne idée. Pourquoi cet épisode aujourd'hui ? Eh bien, il y a l'automne qui arrive, les feuilles qui tombent, les températures également qui dégringolent. Et je voyais dans cette soupe quelque chose de réconfortant, que ce soit à la maison, mais également sur des arrivées de course. Et pas seulement en trail où les organisateurs nous proposent pas que des boissons chaudes, parfois des soupes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette soupe a un intérêt pour nous les sportifs ? Alors oui, la soupe, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'elle nous réhydrate. Parce que sans que ça paraisse, ça reste quelque chose de liquide qui va nous apporter beaucoup d'eau, dont l'eau des légumes. Et ça favorise une bonne hydratation. Ensuite, on a pas mal de minéraux dans les végétaux, dans les légumes qui vont être dans la soupe et qu'on va récupérer, qui vont nous aider justement pour une bonne récupération, une bonne reminéralisation et pour donc une bonne récupération à la fois musculaire et ostéotendineuse. Et puis, dans les soupes, on va avoir des vitamines, mais honnêtement, les vitamines, on va les avoir en quantité assez minime parce qu'elles vont être détruites par la chaleur et par l'eau. Donc, c'est pas ça qu'on va chercher en priorité. Si on veut des vitamines, on va chercher plutôt du cru. Néanmoins, en fonction de la composition de la soupe, on peut aussi avoir des glucides. On a régulièrement dans la soupe une base de pommes de terre parce qu'elle sert aussi de liant. Et cette pomme de terre, elle est très riche en potassium, mais elle est aussi riche en amidon. Et ça va permettre de recharger en glucides. Alors, c'est pas non plus une quantité incroyable, mais ça va contribuer à aider à la récupération. Et enfin, on a le sel parce que la soupe, on va pas la consommer sans sel. Le sel, ça apporte du goût, mais ça va aussi contribuer à recharger nos réserves en sel et ça va donc nous aider. On a besoin quand même de ce sel. Donc, tu valides, Aude, cette boisson de récupération d'après-course, on peut tranquillement se jeter dessus sans qu'il n'y ait de désagrément.
On n'est pas sur quelque chose qui va entraîner quelconque perturbation. C'est plutôt quelque chose sur lequel on peut se tourner. On voit des ravitaillements qui sont souvent très très sucrés avec du chocolat, des fruits secs, des gâteaux, des boissons, des sodas, des choses comme ça. Là, la soupe est une bonne alternative et saine alternative. Alors, c'est une alternative qui est très saine, qui suffit pas en elle-même. Il faudra aussi compléter avec quelque chose de plus sucré parce que, effectivement, il faut recharger les réserves en glycogène en après-course. Mais néanmoins, la soupe, oui, c'est très intéressant. Alors après, il peut y avoir des contraintes en fonction des personnes. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as fait une course qui était très, très longue, que tu as un intestin qui est un peu fragile et fragilisé par cette course et que dans la soupe, il y a des poireaux, même si la soupe est mixée, il y a certaines personnes qui vont être extrêmement fragiles et qui vont pas la supporter. Donc, ça va aussi dépendre du type de légumes et de la façon dont la soupe est mixée. Parce que il faut pas oublier que la course à pied, en fonction de la distance, elle altère quand même la muqueuse intestinale et que sur un intestin fragile, on va chercher une texture qui soit la plus, digeste possible. Et le fait qu'on soit sur un légume cuit, je ne peux que trouver ça formidable parce que normalement, ça convient au plus grand nombre. Mais il y aura forcément un certain nombre de personnes pour qui, même cuit et même mixé, parfois, certains légumes peuvent être une contrainte pour l'intestin. Là, on parle de la soupe comme aliment, comme boisson en récupération. Est-ce que des personnes qui pratiqueraient le trail ou des courses longue distance vont pouvoir trouver un intérêt d'un ravitaillement à base de soupe au sein même de leur course? Alors au sein même de la course, c'est moins certain. À moins que ça leur fasse plaisir et que là, on ait un apport qui soit plus psychologique. Mais il faut pas oublier que sur un trail, ce qu'on va chercher, c'est du carburant. Et ce qu'on veut, c'est limiter les désagréments, notamment digestifs. Donc ce qu'on veut, c'est de l'énergie, donc des calories, avec le volume le plus restreint possible pour éviter justement ces troubles digestifs. Et là, pour le coup, la soupe, on n'y est pas du tout parce que on a de l'eau, on n'a pas beaucoup de calories, pas beaucoup d'énergie, on a plein de bonnes choses, c'est certain, mais on n'a pas forcément ce qu'il faut en ravitaillement pendant une course. J'avais un oncle qui mangeait de la soupe été comme hiver. Qu'est-ce que ça peut apporter de consommer de la soupe, par exemple, l'été ? Ça réhydrate. Donc, en soi, pourquoi pas ? C'est une question de culture, c'est une question de bien-être individuel. Après, on pourrait tout à fait envisager une soupe froide en été. Les gazpacho, par exemple, c'est tout à fait intéressant. Mais là encore, il faut faire en fonction de ses besoins et de ses envies. En diététique du Tao, en diététique chinoise, on parle de la notion de yin et de yang, c'est-à-dire que le yin et le yang peuvent se retrouver dans l'alimentation, on les retrouve un petit peu dans tous les éléments. Et l'hiver est une saison yin, l'été est une saison yang, et pour compléter, il paraît assez logique de manger yang quand on est une saison yin et de manger yin quand on est en saison yang. Donc, par exemple, en hiver, saison yin, on mange yang, on mange chaud. On mange une soupe qui est chaude et qui est cuite. En été, saison yang, on peut plutôt favoriser les soupes yin, donc crues, avec des légumes qui ne soient pas cuits. Et puis, on peut aussi faire des aménagements. Par exemple, moi, je suis assez fan de la conservation des vitamines, donc je vais essayer de faire des soupes crues, mais chaudes, en hiver. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable quand on a un bon blender, par exemple, avec tout simplement des carottes. Quelle différence d'ailleurs tu fais, Aude, entre une soupe et un bouillon ? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses disparités ? J'entends parfois des choses qui prêtent à confusion. Alors, oui, il y a une différence. Dans une soupe, on a des légumes qui ont cuit dans de l'eau de cuisson, qui peut avoir été aromatisée avec des épices, des herbes. Et ensuite, on consomme l'ensemble, soit en morceaux, soit mixé. Dans un bouillon, le principe de cuisson est le même, c'est-à-dire qu'on a des légumes qui ont cuit dans de l'eau aromatisée, mais ensuite, on passe les légumes et on ne consomme que le bouillon, dont on estime qu'il a récupéré à la fois les saveurs et les micronutriments, à savoir les minéraux et dans une certaine mesure les vitamines du groupe B qui y restent. Et là, on n'a pas les fibres. Donc par exemple, ça va être intéressant pour quelqu'un qui va avoir envie de quelque chose de chaud et du goût des légumes, des minéraux, mais qui ne va pas supporter les fibres. Pourquoi pas ?
On parle de ces bouillons notamment quand on voit des cuistots, des recettes comme ça, avec ces fameux bouillons de poule. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir cette cuisson lente avec ce bouillon, avec des carcasses de poulet, avec des os de poulet pour le bien-être corporel? On parle souvent du collagène. Est-ce que là, c'est intéressant d'avoir ce type de bouillon? Tout à fait. Alors, on peut faire du bouillon d'os de poulet, de bœuf, de ce que l'on veut. Et là, pas besoin de se dire oh bah mince, j'ai un poulet, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire un bouillon. Non, on fait cuire son poulet, on fait un poulet rôti, on garde la carcasse et la peau si on l'a pas consommé quand on a mangé le poulet. Et on fait effectivement revenir un petit peu cette carcasse de poulet dans un peu d'huile d'olive. On ajoute une garniture aromatique, des légumes et on laisse à couvert pendant plusieurs heures. Et effectivement, ça va permettre de transmettre le collagène au bouillon et ça, c'est super intéressant. En fait, ce qui vous permet de savoir qu'il y a suffisamment de collagène, c'est quand le bouillon refroidit, tu sais, ça se fige. On a quelque chose, un bouillon qui ressemble finalement à un genre de gelée. Et ça veut dire qu'il y a du collagène dedans. Et ça, effectivement, c'est super intéressant pour les articulations, pour les tendons, c'est super bien. En revanche, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que on peut pas s'attendre à en prendre une fois par jour pendant une semaine et se dire effectivement ça va mieux, j'ai plus mal aux articulations. Ça se fait au long cours parce qu'il faut pas oublier que tout ce qui est ostéotendineux, c'est pas très, c'est pas nourri de façon aussi facile que les muscles parce que on n'a pas une vascularisation extrêmement dense. Donc, il faut plus de temps pour nourrir ces tissus et il faut plus de temps pour avoir le bénéfice. En tout cas, on réutilise quelque chose qui pourrait être considéré comme un déchet alimentaire et ça nous permet d'avoir ce petit bouillon en complément d'un poulet rôti qu'on aura eu par exemple le dimanche midi à table. Donc sur le plan du porte-monnaie, c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt bénéfique et on peut faire ça aussi avec des poissons. C'est-à-dire que si tu vas chez ton poissonnier et que finalement tu demandes à faire lever les filets sur une dorade, je dis la dorade parce que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en entier chez le poissonnier, bah, tu récupères quand même l'arête centrale, la tête, et tu fais la même chose, tu fais un fumet de poisson parce que le principe est le même mais ça s'appelle un fumet plutôt qu'un bouillon. Et on a aussi ce collagène qu'on va retrouver à la fois dans les arêtes et dans la peau qui va être très intéressant. Alors Aude, pour cette préparation de soupe, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre? On utilise en priorité des légumes de saison. On va plutôt tabler sur ce type de légumes. Là, en période d'automne, qu'est-ce qui peut être bon à mettre dans une soupe et avec quel type de légumes? Légumes frais, légumes congelés, légumes en boîte? Qu'est-ce que tu privilégies là aussi pour un meilleur rapport qualité-prix, mais surtout un bon rapport nutritionnel? Alors, j'ai toujours un faible pour le frais, quand c'est possible. Et si vous avez la chance d'avoir un potager, c'est encore mieux parce que ça va direct du potager à l'assiette. Et là, on est sûr de la fraîcheur de ce que l'on a. En plus, on est sûr que c'est de saison. Donc ça, c'est formidable. En ce moment, j'adore le potimarron. Pour plein de raisons. Parce que, notamment en course à pied, il est quand même plus riche en glucides que certains autres légumes. Il suffit à lui-même, avec un oignon, ça passe tout seul. Et puis, on est en tout début de saison du potimarron et pour le coup, on n'a pas besoin de l'éplucher. Donc ça nous fait gagner du temps aussi. On a juste besoin de le couper en dés et c'est tout. Après, honnêtement, tout ce qu'on peut aimer, tout ce qui est à disposition, ça va dans une soupe. Hein. Ça, c'est jamais un problème. Après, sur le choix du type de légumes, donc ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre porte-monnaie aussi, de ce qui est disponible. Et ça peut être du frais ou du surgelé sans distinction. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on achète du frais, je parlais de ce qui est à la maison, parce que ça peut être facilement disponible, mais le frais, quand on l'achète, ou que ce soit au marché ou au supermarché, on ne sait pas trop depuis combien de temps ça a été cueilli. Et parfois, entre le moment où on l'achète, le moment où ça a été cueilli, le moment où on l'achète et le moment où on le sort du réfrigérateur, il a perdu quand même un certain nombre de ses qualités et notamment de sa teneur en vitamines. Donc, le surgelé, ça peut être un bon moyen d'avoir de la soupe prête assez facilement parce que l'avantage, c'est que c'est généralement surgelé aussitôt avoir été cueilli et donc on conserve les vitamines. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'avec la cuisson, on perdait des vitamines. Oui, c'est vrai, mais il y a un mode de cuisson qui peut permettre de conserver ces vitamines, c'est la cuisson vapeur.
C'est-à-dire que quand on a un gros faitout en inox avec un tamis par-dessus, on fait cuire ces légumes à la vapeur et ensuite on les passe au blender avec un petit peu d'eau et on ajuste la quantité d'eau en fonction de la texture que l'on veut. Et là, on conserve beaucoup plus les vitamines parce que les légumes sont lessivés dans les cuissons à l'eau. Est-ce qu'il y a des intérêts à se tourner vers des soupes un petit peu plus industrielles quand on est par exemple en déplacement, un coureur qui serait sur une course par exemple, il n'est pas chez lui, il a un supermarché à proximité, entre ces soupes en briques ou ces soupes lyophilisées, est-ce qu'on va y retrouver des intérêts en dehors du côté réhydratation? Alors, on va retrouver du sel. Ça peut être intéressant, mais j'ai envie de dire surtout en ravitaillement plus qu'après, parce qu'un simple repas suffisamment salé pourrait suffire. Ça peut être pratique parce que quand on manque de place, qu'on n'a pas envie, une soupe, ça peut rendre service. Et il y en a certaines qui sont plutôt pas mal. J'ai un faible pour les soupes en briques plutôt que les soupes lyophilisées parce que globalement, plus c'est transformé et moins il y a d'intérêt nutritionnel. Et donc, quand on est dans les soupes lyophilisées, forcément, on aura des marqueurs d'ultra-transformation qui vont être moyens pour la récupération et pour la santé de manière générale. En briques, quand tu dis regarder un petit peu les étiquettes, avoir le moins de transformation possible, sur quoi on doit s'attacher pour avoir une composition qui soit quand même proche ou qui se rapproche de la soupe maison? Eh bien, la liste des ingrédients, c'est toujours le critère majeur à regarder. Il faut voir la teneur en légumes, la teneur en sel, même si honnêtement, après une course, elle a moins d'importance que si c'était quelque chose un aliment qu'on achetait pour le quotidien. Et puis, on va regarder s'il y a de l'amidon modifié, on va regarder s'il y a des additifs. On va essayer de choisir celles sur lesquelles il y a le moins d'additifs possible. J'ai en tête une marque, mais je ne sais pas si on peut la dire sur le podcast, en fait. Moi, j'ai pas d'intérêt avec des géants de la grande distribution, donc s'il y a une marque que tu recommandes et sur laquelle on peut orienter les auditeurs, je te laisse l'annoncer. Eh bien, la potagère bio fait des soupes en briques qui peuvent rendre service, effectivement, quand on est en déplacement. Par rapport à ces différentes soupes, est-ce qu'elles peuvent constituer, selon toi, un repas ou est-ce qu'il faudra quand même apporter autre chose en dehors de cette simple soupe? Est-ce qu'on va mettre un petit peu plus de protéines pour compléter ce repas? Parce que j'ai fait une séance hier soir, j'avais pas énormément faim au vu de l'horaire et en me tournant vers la soupe, je trouvais que c'était une bonne alternative, mais j'ai pas eu envie de beaucoup plus. Dans ces cas-là, est-ce que j'écoute juste cette sensation de réhydratation et d'avoir cette assiette de soupe qui est un petit peu le réconfort, ou est-ce qu'il faut quand même apporter, après séance, des protéines et un petit peu de glucides? Alors, je pense que ça dépend d'un certain nombre de critères et que c'est difficile de répondre à cette question, qui est une question super intéressante, parce qu'en fin de compte, tout dépend à la fois du niveau auquel tu cours, de tes objectifs, de tes sensations. J'ai tendance à penser que quand on n'a pas envie, qu'on sort d'une séance très compliquée, je vois pas pourquoi on devrait se forcer à manger alors qu'on a le cœur au bord des lèvres et que on a juste envie de se reposer et de mettre son système digestif au repos. A contrario, quand on a des objectifs, qu'on est sur un plan de préparation avec un objectif relativement ambitieux, il faut faire attention à ne pas laisser cumuler les éventuelles carences qui pourraient s'installer si tous les soirs ça se répète. Donc, quand c'est occasionnel, faut s'écouter, c'est pas la peine de se faire mal. En revanche, il faut vraiment faire attention après une séance d'avoir le plus régulièrement possible effectivement de l'eau pour se réhydrater. Une soupe, ça reste une bonne base. Avec des légumes, donc on est sur du cuit dans la soupe, on est toujours dedans. Mais il faut quand même rajouter des glucides, des féculents et un peu de protéines parce que sur la séance, on a brûlé des calories, mais on a surtout brûlé du sucre. Il faut refaire des réserves en glycogène et puis il faut réparer les micro-lésions musculaires, donc rajouter un peu de protéines. Alors ça peut se faire d'une façon très simple avec un yaourt par exemple, si vraiment ça passe pas trop, et une banane, ça peut être pas mal. Mais
essayer d'en ajouter un petit peu quand même, tu vois, de s'adapter, d'adapter la prise alimentaire en fonction de ces contraintes. Et si on met un petit peu de vermicelle ou un petit peu de fromage râpé dans la soupe, est-ce que ça passe? Parce que là, on a les 3 éléments. Complètement, ça passe aussi. Ça pourrait être des dés de jambon, ça peut être du fromage râpé, ça peut être une soupe un peu plus riche, ça peut être un fromage frais qui va être laissé fondre dans la soupe. Je pense au kiri par exemple. Alors c'est pas mon fromage préféré, on est bien d'accord, mais là encore, c'est pas parce que c'est pas mon fromage préféré au plan nutritionnel qu'on le consomme pas, et je suis pas en train de dire qu'il faut surtout pas en manger. Donc pourquoi pas? Ça fait un apport de protéines, c'est intéressant. Pour revenir sur les légumes frais dont on parlait tout à l'heure, réaliser une quantité de soupe, on va pas en faire pour un repas ou pour 2 repas. Est-ce que on peut les congeler et les ressortir à un moment donné où on en a besoin? Ce côté un petit peu, batch cooking. On a des légumes frais, on va les passer, on les met pour faire de la soupe, de façon à pouvoir les ressortir, peut-être après une séance où on n'a pas trop le temps de se mettre en cuisine. On sait qu'on a la soupe à portée de main. Alors, c'est une super idée, et moi je l'ai fait beaucoup cet été parce qu'on m'a donné plein de courgettes et j'avais pas envie d'en manger tout l'été. Donc j'ai fait des soupes qui sont prêtes à l'emploi, et en fin de compte, le plus judicieux, ça va être de choisir des contenants en fonction des horaires auxquels tu reviens. C'est-à-dire que par exemple, si tu as fait une soupe pour 4 personnes qui prend 1 litre et que tu te dis au dernier moment, je vais la décongeler, le souci c'est qu'en fonction du type de contenant, à faire décongeler, ça peut vite être une galère sans nom. Donc il faut faire des petits pots, des grands pots, ne pas hésiter à noter ce qui a été mis dans les soupes, parce que s'il y en a plusieurs qui ont été faites pendant l'été avec différents légumes, eh bien elles vont pas avoir les mêmes apports. Un jour tu as besoin de plus d'eau, tu vas prendre celle à la courgette. Un jour tu as besoin d'un petit peu plus de féculents, bon alors c'est plus de saison en ce moment, donc le problème se pose peut-être pas trop. Le potimarron, il va être un peu plus riche en glucides. On va chercher quelque chose pour l'immunité. Pareil, le potimarron, c'est formidable parce que c'est riche en provitamine A. On a fait une soupe de légumes variés avec de la pomme de terre. C'est bien de noter la composition sur la boîte et d'avoir des contenants avec une variation de volume pour s'adapter en fonction de la contrainte de temps pour préparer le repas. Pour la réchauffer et la décongeler, est-ce qu'on passe par la casserole ou l'option micro-ondes peut quand même être une bonne solution? Alors l'option micro-ondes, elle est pas gênante parce que les études que j'ai lues montrent que le micro-ondes n'altère pas la qualité des vitamines qui peuvent rester dans les soupes. Donc pour tout ce qui est végétal, pourquoi pas. Après, faut pas que ça explose dans le micro-ondes. C'est la grosse contrainte. Moi, je suis assez fan du réchauffage basique dans une casserole d'eau dans laquelle on met le pot en verre dans lequel on avait mis la soupe. C'est un petit peu plus long, mais si justement le contenant est pas trop volumineux, ça se fait quand même relativement rapidement. Alors Aude, par rapport à toute cette préparation des légumes pour réaliser nos soupes, est-ce que tu as des associations qui peuvent être judicieuses pour les sportifs? En gros, est-ce que tu as des recettes à nous proposer? Alors, oui, j'ai quelques recettes. Ma recette phare en ce moment, c'est le potimarron, parce qu'il est pratique, qu'il est riche en glucides, qu'il plaît au plus grand nombre, qu'il a une saveur absolument fabuleuse, qu'il se suffit en lui-même. Et donc, un potimarron avec un oignon, c'est simple comme bonjour. On fait revenir l'oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Et puis, quand il a commencé à colorer, on ajoute les dés de potimarron qui n'a même pas été épluché, je le rappelle, uniquement épépiné. Et à ce moment-là, on peut mouiller un petit peu, mais on met pas trop d'eau. C'est toujours plus facile d'en rajouter à la fin en fonction de la texture que l'on préfère. Et en fin de cuisson, on mixe et on peut ajouter en matière grasse, pour donner à la fois du goût et du liant, soit de la crème, et on a quelque chose qui apporte un peu de matière grasse animale, mais on peut choisir aussi une matière grasse végétale, soit de l'huile, ou alors une purée d'oléagineux. La noisette, par exemple, se marie très bien avec le potimarron, donc un peu de purée de noisette. Ça peut être très agréable. Est-ce qu'on peut rappeler, Aude, en 3 petits points, les propriétés et les vertus de cette soupe que l'on vante comme un ravitaillement idoine pour les sportifs?
Eh bien, la soupe permet à la fois de se réhydrater, de se ressaler et en fonction de sa composition, de ramener des glucides pour refaire ses réserves en glycogène. Vous pouvez aussi la compléter en ajoutant un petit peu de fromage râpé, des croûtons ou du vermicelle pour avoir un plat complet. Merci Aude pour cette capsule L'œil de la diète dédiée à la soupe. On entre tranquillement dans la période automnale et hivernale, mais comme on l'a vu, ça peut être utilisé à toute période de l'année. Merci Sébastien. Et donc, chers auditeurs, on vous invite à nous partager vos recettes et à venir nous dire sur les réseaux si vous consommez cette soupe au quotidien. Bonne semaine à vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule L'œil de la diète, aujourd'hui avec Aude dans le podcast À côté de mes pompes. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule L'œil de la diète. Bonne semaine à vous. Find the biggest voices in sport on the Sports Social Podcast Network. The Women's Cricket World Cup is one of the biggest events on this year's cricketing calendar. England have recently entered a brave new era. Join myself, Lauren Winfield-Hill, on the Wisden Women's Cricket Weekly podcast every week for all the latest reaction to everything that happens in the tournament. Sports Social Podcast Network.